Dans le monde impitoyable de la finance internationale, où le charisme est roi, un homme sans expression est une anomalie, une cible de moquerie. Surnommé le robot, son visage impassible est perçu comme une faiblesse. Mais lorsque les enjeux deviennent une question de vie ou de mort lors d'une prise d'otage, ce même visage devient une arme redoutable. Son absence d'émotion va dérouter ses adversaires, transformant le négociateur le plus improbable en un maître de la guerre psychologique. Si vous aimez les histoires où une faiblesse apparente se révèle être une force extraordinaire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde d'Arthur Valois était un océan de visages, et le sien était une île de calme plat. Dans les salles de conseil surchauffées de Ethelred Global, une société d'investissement tentaculaire, les émotions étaient des marchandises, des outils, des armes. Les sourires étaient des contrats, les froncements de sourcils des menaces, les éclats de rire des manœuvres de diversion. Arthur, lui, était un spectateur silencieux de ce théâtre. Analyste financier senior, il était un esprit d'une brillance redoutable, capable de déceler des schémas dans des montagnes de données, de prédire les fluctuations du marché avec une précision quasi prophétique. Mais son génie était emprisonné derrière un masque. Un masque qu'il n'avait pas choisi. Atteint d'une paralysie faciale congénitale, une condition rare qui affectait les nerfs contrôlant ses muscles faciaux, il était physiquement incapable d'exprimer la moindre émotion. Son visage était une toile blanche, une surface de marbre lisse sur laquelle la joie, la tristesse, la colère ou la surprise ne laissaient jamais la moindre empreinte. Ses yeux, d'un bleu profond et intelligent, étaient les seules fenêtres sur son âme, mais dans le monde rapide et superficiel des affaires, personne ne prenait le temps de regarder aussi profondément. Pour ses collègues, il était le robot. Le surnom, murmuré dans les couloirs et lors des déjeuners d'affaires, était à la fois descriptif et cruel. Sa neutralité était perçue non pas comme une condition médicale, mais comme un défaut de caractère. On le disait froid, distant, dépourvu d'empathie. On se moquait de sa manière de présenter ses analyses brillantes d'une voix monocorde, son visage impassible contrastant de manière grotesque avec la passion qu'il mettait dans son travail. Les jeunes loups aux dents longues, les diplômés des grandes écoles de commerce qui mesuraient la valeur d'un homme à la fermeté de sa poignée de main et à la largeur de son sourire, le considéraient comme une antiquité, un bug dans le système. Son patron, le PDG d'Ethelred Global, Olivier Martel, était l'incarnation même de l'idéal qu'Arthur ne pourrait jamais atteindre. Martel était un homme charismatique, un orateur né, dont le sourire pouvait charmer un conseil d'administration hostile et dont la colère feinte pouvait faire plier le plus coriace des syndicalistes. Il utilisait les émotions comme un virtuose utilise un instrument. Il appréciait le travail d'Arthur pour ses résultats, mais il le méprisait en tant qu'homme. Arthur est un excellent ordinateur, avait-il dit un jour lors d'une réunion, mais il faut parfois un être humain pour fermer un accord. Cette humiliation, comme tant d'autres, n'avait provoqué aucune réaction visible sur le visage d'Arthur. Mais à l'intérieur, il avait ressenti la brûlure familière de l'injustice. Il n'était pas un robot. Il ressentait les émotions avec une intensité peut-être encore plus grande que les autres, précisément parce qu'il ne pouvait pas les extérioriser. Sa joie, sa frustration, sa passion, tout était enfermé à l'intérieur, un océan tumultueux derrière une digue de silence. Ce matin-là, la tension dans les bureaux d'Ethelred était à son comble. Martel venait de décrocher le contrat du siècle, la négociation exclusive pour les droits d'exploitation d'une immense mine de coltan dans la République instable du Kivu. Le coltan était le nouvel or, le minerai essentiel à la fabrication de tous les appareils électroniques de la planète. Ce contrat pouvait faire d'Ethelred le leader mondial du secteur. Mais les négociations s'annonçaient périlleuses. Elles devaient avoir lieu sur place, dans le camp fortifié du général Kael, un chef de guerre imprévisible et brutal qui contrôlait la région. Martel constitua son équipe pour le voyage. Il choisit ses meilleurs négociateurs, des hommes charismatiques et agressifs comme lui. Et puis, à la surprise générale, il ajouta un nom à la liste. « Arthur viendra aussi », annonça-t-il. « J'ai besoin de ces chiffres. » Il restera en retrait et fera tourner les modèles. Personne ne protesta, mais les regards entendus en disaient long. Le robot allait être emmené en voyage, comme on emmène une calculatrice. Arthur accepta sans un mot, son visage ne trahissant ni la surprise, ni l'humiliation, ni la pointe d'appréhension qu'il ressentit. Il ne le savait pas encore, mais il n'allait pas être la calculatrice de cette expédition. Il allait en devenir l'arme secrète, une arme dont personne, pas même lui, ne soupçonnait encore la puissance. Le vol vers la capitale du Kivu fut une démonstration parfaite de la culture d'Ethelred Global. L'équipe de négociation, composée de Martel, de 3 de ses lieutenants et d'Arthur, occupait la première classe d'un vol commercial. Le champagne coulait à flot, les rires étaient forts, et les conversations étaient un mélange d'arrogance et de stratégie agressive. Ils parlaient du général Kael comme d'un obstacle à surmonter, d'un pion à manipuler. Ils échafaudaient des plans,
des tactiques de négociation basées sur l'intimidation, la flatterie et des offres financières complexes. Arthur, lui, était assis près du hublot, silencieux, un livre sur l'histoire politique du qui-vu ouvert sur ses genoux. Il n'écoutait pas leur fanfaronnade. Il étudiait son adversaire, essayant de comprendre la culture, les motivations, les pressions qui pesaient sur un homme comme Kael. Martel lui jeta un regard par-dessus son verre de champagne. « Détends-toi un peu, Arthur. Lis un roman policier. Tu es trop sérieux. Tu vas faire peur au général avec ton air d'enterrement. » Les autres rirent. Arthur ne répondit pas, se contentant de tourner une page de son livre. Son silence, comme toujours, fut interprété comme de la faiblesse, de l'associabilité. Personne ne vit la concentration intense, l'analyse profonde qui se déroulait derrière son masque de verre. L'arrivée à l'aéroport de la capitale fut un choc. La chaleur humide et suffocante les frappa dès leur sortie de l'avion climatisé. L'air était lourd, chargé des odeurs de kérosène, d'épices et de pauvreté. L'aéroport était un chaos de soldats lourdement armés, de fonctionnaires corrompus et d'une foule bruyante et pressée. L'équipe de Martel, avec ses costumes sur mesure et ses valises en cuir, était une anomalie, une tache de richesse et d'ordre dans un monde de désordre. Ils furent accueillis par des hommes du général Kael, des soldats au visage fermé, vêtus de treillis disparates et armés de kalachnikovs. Le voyage jusqu'au camp du général, à plusieurs heures de route de la capitale, fut une descente dans un monde de plus en plus précaire. Ils quittèrent les routes asphaltées pour des pistes de terre rouge, traversant des villages de huttes en terre où des enfants au ventre gonflé les regardaient passer avec des yeux vides. Le paysage, bien que d'une beauté sauvage et luxuriante, était marqué par les cicatrices de la guerre civile, des bâtiments incendiés, des véhicules militaires rouillés abandonnés sur le bord de la route. Le sourire arrogant de Martel commençait à se crisper. Ses lieutenants, habituellement si volubiles, étaient devenus silencieux, leur visage pâle. Seul Arthur semblait imperturbable, son regard observant le paysage avec la même curiosité calme qu'il avait eue pour son livre. Le camp du général Kael était une forteresse. Situé au sommet d'une colline stratégique, il était entouré de plusieurs enceintes de barbelés, de miradors et de nids de mitrailleuses. C'était un lieu de pouvoir brut, un lieu où la seule loi était celle de la force. Ils furent conduits dans une grande salle de réunion, une pièce austère meublée d'une longue table en bois et de chaises en plastique. Le général Kael les fit attendre pendant près d'une heure, une tactique d'intimidation classique. Lorsqu'il entra enfin, la pièce sembla se rétrécir. C'était un homme immense, charismatique et terrifiant, vêtu d'un uniforme de parade impeccable qui contrastait avec l'apparence de ces hommes. Son visage était marqué de cicatrices, mais ses yeux brillaient d'une intelligence aiguë et cruelle. Il les salua d'un signe de tête et s'assit, sans un mot. La négociation commença. Martel, retrouvant son assurance, se lança dans une présentation PowerPoint sophistiquée, projetée sur un mur blanc. Il parla de projections financières, de retour sur investissement, de partenariats stratégiques. Il parlait le langage de Wall Street, un langage complètement étranger à l'homme qui se trouvait en face de lui. Le général Kael l'écouta sans l'interrompre, son visage une masque d'impassibilité. Arthur, assis en retrait, observait la scène. Il ne regardait pas les diapositives. Il regardait le général. Il voyait la légère contraction de sa mâchoire lorsque Martel parlait de réglementation environnementale. Il voyait le bref éclair de mépris dans ses yeux lorsque Martel mentionna les bénéfices pour la communauté locale. Il comprenait que Martel était en train de faire une erreur fondamentale. Il traitait le général comme un homme d'affaires. Mais Kael n'était pas un homme d'affaires. C'était un guerrier. Il ne s'intéressait pas aux chiffres sur un écran. Il s'intéressait au pouvoir, au respect, à la domination. À la fin de la présentation, le général Kael resta silencieux un long moment. Puis, il se tourna, non pas vers Martel, mais vers Arthur. « Et vous » dit-il, sa voix un grondement grave. L'homme silencieux. « Vous n'avez rien à dire. » Tous les regards se tournèrent vers Arthur. Martel lui lança un regard qui signifiait « Ne dis rien, idiot ». Mais Arthur sentit que c'était un moment crucial. Il répondit d'une voix calme et monocorde. « Général, mes collègues vous ont présenté des chiffres. Mon travail est de m'assurer que ces chiffres sont corrects. » Le général le fixa, essayant de lire son visage. Mais il n'y avait rien à lire. « Vous êtes un homme prudent, dit Kael avec un sourire qui ne montrait que ses dents. J'aime les hommes prudents. Puis, il se leva. La réunion est terminée pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain. Mes hommes vont vous escorter à vos quartiers. Le ton était sans appel. La première rencontre avait été un échec. Et Arthur sentait, avec une certitude glaciale, que le voyage vers l'abîme ne faisait que commencer.
La nuit dans le camp du général Kael fut une épreuve pour les nerfs. Les quartiers qui leur avaient été assignés étaient une caserne en béton brut, spartiate et inconfortable. Des soldats armés patrouillaient constamment à l'extérieur, leurs ombres passant et repassant devant les fenêtres grillagées. L'équipe d'Ethelred, habituée aux suites des hôtels 5 étoiles, était visiblement ébranlée. Martel, cependant, essayait de maintenir une façade de confiance. Il réunit son équipe dans la pièce principale pour un débriefing. Il joue la comédie, dit-il, arpentant la pièce. C'est une tactique de négociation classique. Il essaie de nous déstabiliser, de nous faire sentir mal à l'aise. Demain, nous allons contre-attaquer. Nous allons lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ses lieutenants hochèrent la tête, essayant de se convaincre. Arthur, lui, resta silencieux. Il savait que Martel se trompait. Kael ne jouait pas. Il les jaugeait. Et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la salle de réunion était encore plus tendue. Martel commença la session en présentant une nouvelle offre, plus généreuse, avec des promesses d'investissement dans les infrastructures locales, des écoles, des hôpitaux. Il parlait avec passion, avec conviction, le grand séducteur des affaires en pleine action. Le général Kael l'écouta à nouveau en silence, son visage impénétrable. Quand Martel eut terminé, Kael ne dit rien pendant un long moment. Il se contenta de le fixer, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Puis, il parla, sa voix douce mais chargée d'une menace glaciale. « Vous, les hommes de l'Ouest, dit-il. Vous venez ici, dans mon pays, sur ma terre. Vous me montrez de jolis dessins sur un mur. Vous me parlez de chiffres qui n'ont aucun sens. Vous me promettez des écoles et des hôpitaux que vous ne construirez jamais. Et vous pensez que cela suffit pour prendre ce qui m'appartient. » Il se leva lentement, sa silhouette massive dominant la table. « Vous me prenez pour un imbécile, monsieur Martel. Vous me manquez de respect. » Martel blêmit. « Général, ce n'est pas du tout mon intention. »« Silence !» rugit Kael, frappant la table de son poing. Le bruit fut comme un coup de feu. Les verres d'eau sur la table sautèrent. Les lieutenants de Martel sursautèrent, terrifiés. « Les négociations sont terminées, » annonça Kael, son calme revenant, ce qui était encore plus effrayant. « Vous n'êtes plus mes invités. Vous êtes mes actifs. » Au même moment, la porte de la salle de réunion s'ouvrit violemment. Une douzaine de soldats firent irruption, leur kalachnikov pointé sur l'équipe d'Ethelred. La rupture était complète. Le voyage d'affaires s'était transformé en une prise d'otage. Le chaos qui suivit fut total. Les lieutenants de Martel crièrent, certains levant les mains en signe de reddition, d'autres semblant vouloir protester. Martel lui-même était figé, son visage un masque de stupeur et d'incrédulité. Il ne pouvait pas comprendre. Son charisme, son argent, son pouvoir, tout cela n'avait plus aucune valeur ici. Il avait perdu le contrôle. Au milieu de ce pandémonium, un seul homme resta parfaitement immobile. Arthur. Il n'avait pas bougé de sa chaise. Son visage n'exprimait aucune surprise, aucune peur. Il regardait simplement la scène, ses yeux bleus observant chaque détail avec une curiosité calme. Son absence de réaction était si anormale qu'elle en devint remarquable. L'un des soldats, un jeune homme nerveux, pointa son arme sur lui, criant un ordre en swahili. Arthur ne réagit pas. Le soldat s'approcha et lui donna un coup de crosse dans l'épaule pour le faire lever. Arthur se leva, lentement, sans un mot, sans une grimace de douleur. Son calme était déconcertant. Il était une île de silence au milieu d'un océan de panique. Ils furent brutalement fouillés, leurs téléphones, leurs montres, leurs portefeuilles confisqués. Puis, ils furent conduits, sous la menace des armes, hors de la salle de réunion, à travers le camp, jusqu'à un autre bâtiment. C'était une sorte d'entrepôt, une grande pièce vide avec un sol en béton et des murs en tôle ondulée. La lourde porte métallique se referma derrière eux avec un bruit de fin du monde, les plongeant dans une semi-obscurité. Ils étaient prisonniers. La transformation des cadres supérieurs d'Ethelred fut spectaculaire. Les masques du pouvoir et de la confiance tombèrent, révélant des hommes terrifiés, au bord de la crise de nerfs. Martel, le grand leader, s'effondra contre un mur, sa tête entre ses mains, murmurant « C'est un cauchemar, c'est un cauchemar ». Les autres arpentaient la pièce comme des animaux en cage, ou pleuraient en silence. Arthur, lui, s'assit simplement par terre, le dos contre le mur, et ferma les yeux. Son calme, son immobilité, commença à irriter les autres. « Fais quelque chose, Arthur !» lui lança l'un des lieutenants. « Tu es toujours en train de réfléchir. Pense à un moyen de nous sortir de là. » Arthur ouvrit les yeux. Il les regarda, un par un, son visage une toile blanche.
Il n'y a rien à faire pour l'instant, dit-il de sa voix monocorde. Sauf attendre. Et observer. Son absence de peur était ce qui les effrayait le plus. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils ne pouvaient pas savoir que pour un homme qui avait passé des années dans la prison de son propre corps, cette nouvelle cage n'était qu'un changement de décor. Les premières heures de captivité furent une épreuve psychologique intense. Le temps s'étirait, chaque minute une éternité de silence et d'angoisse. Les cadres d'Ethelred, privés de leur téléphone, de leurs ordinateurs, de leur statut, étaient comme des poissons hors de l'eau. Leur monde, fait de chiffres et de transactions, n'existait plus. Il ne restait que la peur brute. Martel, en particulier, était en pleine décomposition. L'homme qui dirigeait un empire de plusieurs milliards de dollars était maintenant recroquevillé dans un coin, tremblant, murmurant des phrases incohérentes. Sa chute était aussi spectaculaire que son ascension avait été fulgurante. Au bout de quelques heures, la porte s'ouvrit. 2 soldats entrèrent et désignèrent Martel. « Le général veut vous voir. » Ils le traînèrent, presque sans résistance, hors de la pièce. L'attente fut insupportable pour les autres. Ils pouvaient entendre des cris étouffés venant de l'extérieur, des bruits de coups. 1 heure plus tard, Martel fut ramené, ou plutôt jeté, dans la pièce. Il était en piteux état. Son costume coûteux était déchiré, son visage tuméfié, et il boitait. Il s'effondra au sol, secoué de sanglots. « Il veut tout savoir, gémit-il. Nos marges, nos autres partenaires, nos faiblesses. Il m'a tout fait dire. » Les autres le regardèrent avec un mélange de pitié et de mépris. Le grand leader avait craqué. Il avait trahi l'entreprise au premier signe de violence. Puis, ce fut le tour d'un autre lieutenant. Le même scénario se répéta. L'intimidation, les menaces, la violence. Et les aveux. Le général Kael était en train de les démanteler, un par un, psychologiquement et physiquement. Il collectait des informations, cherchant des leviers, des points de pression qu'il pourrait utiliser dans ses futures demandes de rançon. Enfin, les soldats se tournèrent vers Arthur. « Toi, le silencieux. C'est ton tour. » Arthur se leva, sans un mot, et les suivit. Il fut conduit dans la même salle de réunion qu'auparavant. Le général Kael était assis à l'autre bout de la table, seul. Il le regarda s'asseoir, un sourire cruel sur les lèvres. « Alors, l'homme prudent, commença Kael. Tes amis parlent beaucoup. Ils m'ont tout dit sur votre petite entreprise. Mais toi, tu m'intrigues. Tu n'as pas l'air d'avoir peur. Es-tu courageux ou simplement stupide ?» Arthur le regarda, son visage une toile parfaitement blanche. « Je suis un analyste, général. Mon travail est d'observer et de calculer. La peur est une variable qui fausse les calculs. » Kael fut surpris par la réponse. Il s'attendait à des supplications ou à un silence terrorisé. Pas à une dissertation sur la logique. Il décida de changer de tactique. Il se leva, fit le tour de la table et se plaça derrière Arthur, posant ses mains lourdes sur ses épaules. « Je peux te faire très mal, l'analyste. Je peux te briser, os par os. Et tu finiras par me dire tout ce que je veux savoir. » Il serra ses mains, une démonstration de force brute. Arthur ne broncha pas. Son visage ne montra aucune trace de douleur, aucune grimace. Il ne pouvait pas. Mais Kael ne le savait pas. Il ne vit qu'un homme qui semblait insensible à la douleur. Il relâcha sa prise, déconcerté. « Qu'est-ce que tu es » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Arthur. Il retourna s'asseoir. « Très bien. Parlons chiffres. Quelle est la véritable valeur de ce contrat pour ton entreprise ? Pas les chiffres que ton patron m'a montrés. La vérité. » « La valeur d'un contrat dépend de nombreuses variables, répondit Arthur de sa voix monocorde. Le prix du coltan sur le marché mondial, la stabilité politique de la région, les coûts d'extraction et de transport. Ne me récite pas un manuel d'économie, rugit Kael. Je veux un chiffre. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis sans avoir accès à mes modèles, répondit Arthur. Toute estimation serait une spéculation. Kael le fixa, furieux. Il était face à un mur de logique froide. Il essaya une autre approche. L'intimidation psychologique. Tu as une famille, l'analyste ? Une femme. Des enfants. J'ai des hommes très persuasifs. Il pourrait leur rendre une petite visite. C'était la menace ultime, celle qui faisait craquer les hommes les plus durs. À l'intérieur, le cœur d'Arthur se serra de terreur. L'image de sa femme et de sa fille lui apparut. Mais à l'extérieur, son visage resta un masque de marbre. Il ne sia même pas. Il répondit, sa voix toujours aussi calme. « Général,
menacer ma famille est une tactique émotionnelle. Elle n'affecte pas la valeur intrinsèque des droits miniers. Concentrons-nous sur les faits. Kael resta bouche bée. Il avait torturé, tué, brisé des dizaines d'hommes. Mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui ne lui donnait aucune prise. Aucune émotion à exploiter. Le vide d'Arthur, son absence de réaction, était en train de devenir une arme. Une arme passive, mais d'une efficacité redoutable. Elle ne reflétait pas la peur. Elle reflétait la propre frustration du général, son impuissance. Il avait l'impression de se battre contre un fantôme, contre un miroir. Et pour la première fois de sa vie de guerrier, le général Kael sentit une pointe de doute, une fissure dans sa propre assurance. Il avait trouvé un adversaire qu'il ne comprenait pas. Et cela le terrifiait. Le général Kael renvoya Arthur dans l'entrepôt sans avoir obtenu la moindre information. Mais l'interrogatoire avait laissé des traces, non pas sur Arthur, mais sur le général lui-même. Il était troublé, déstabilisé. Il convoqua ses lieutenants. Cet homme, le robot, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'est pas normal. Ces hommes, qui avaient observé la scène, étaient d'accord. Il ne ressent rien, mon général. C'est comme s'il était déjà mort. Cette idée, loin de rassurer Kael, l'inquiéta encore plus. Un homme qui n'a pas peur de la mort est un homme imprévisible, un homme dangereux. Dans l'entrepôt, le retour d'Arthur, indemne et toujours aussi calme, eut un effet profond sur ses collègues. Martel, qui s'attendait à le voir revenir brisé comme lui, le regarda avec un mélange de stupeur et d'un respect nouveau et à contre-cœur. « Comment as-tu fait » bégaya-t-il. « Je leur ai parlé de mathématiques » répondit simplement Arthur. Cette réponse, si absurde dans ce contexte, ne fit qu'ajouter à son aura d'étrangeté et de force. Il n'était plus le robot, le paria. Il était devenu une énigme. Le centre de gravité du petit groupe de prisonniers commença à se déplacer. Martel, le leader déchu, était maintenant silencieux, traumatisé. Les autres, voyant la résilience d'Arthur, commencèrent à se tourner vers lui, cherchant non pas des ordres, mais un semblant de stabilité. Ils commencèrent à lui parler, à lui poser des questions. Et Arthur, pour la première fois, commença à leur répondre, non pas avec des analyses financières, mais avec des conseils de survie psychologique. « Ne pensez pas à demain, leur dit-il de sa voix monocorde. Ne pensez pas à vos familles. Cela ne fait qu'alimenter la peur. Concentrez-vous sur l'instant présent, sur votre respiration, sur le contact du sol sous vos pieds. Soyez ici, maintenant. » Ces paroles, qui auraient semblé être des platitudes de développement personnel dans un autre contexte, prenaient ici une signification profonde et vitale. Il leur enseignait la discipline de l'esprit, la seule chose qu'ils pouvaient encore contrôler. Le lendemain, le général Kael changea de stratégie. Il comprit qu'il ne pouvait pas briser Arthur par la force. Il allait essayer de le séduire, de le corrompre. Il fit à nouveau venir Arthur dans son bureau. Cette fois, l'atmosphère était différente. Il y avait de la nourriture sur la table, des fruits, de la viande grillée et une bouteille de vin français. « Asseyez-vous, mon ami, dit Kael avec un sourire qu'il voulait charmeur. Nous avons mal commencé. Parlons d'homme à homme. » Arthur s'assit, son visage toujours aussi impassible. « Je sais que votre patron, Martel, est un imbécile, continua Kael. Il vous sous-estime. Je l'ai vu. Mais moi, je reconnais un homme intelligent quand j'en vois un. Vous et moi, nous pourrions faire de grandes choses ensemble. » Il lui servit un verre de vin. « Ce contrat, il est mal conçu. Il donne trop à votre entreprise, et pas assez à mon peuple. Aidez-moi à le renégocier. Aidez-moi à obtenir un accord juste. Et je vous garantis non seulement votre liberté, mais aussi une part substantielle des bénéfices. Une part bien plus grande que ce que Martel ne vous donnera jamais. » C'était une offre de trahison. Une tentative de retourner l'analyste sous-estimé contre ses patrons arrogants. C'était une tactique brillante, qui aurait fonctionné avec la plupart des hommes. Mais Arthur n'était pas la plupart des hommes. Il regarda le verre de vin. Il ne le toucha pas. « Général, dit-il, ma loyauté va à l'entreprise qui m'emploie. Mon travail est d'obtenir le meilleur accord possible pour mes actionnaires. Cependant, je suis d'accord avec vous sur un point. L'accord actuel n'est pas optimal. Il est basé sur des projections trop volatiles. » Le général Kael se pencha en avant, intéressé. « Continuez. » « L'offre de M. Martel est basée sur une valeur fixe, expliqua Arthur. Mais la valeur du coltan fluctue. Un accord plus juste et plus stable pour vous serait basé sur un pourcentage des revenus indexé sur le cours mondial du minerai. Cela vous garantirait un revenu constant et croissant,
et protégerait mon entreprise contre une chute des prix. Kael fut stupéfait. Il s'attendait à une négociation sur des chiffres, pas sur la structure même de l'accord. Arthur n'avait pas mordu à l'hameçon de la trahison. Au lieu de cela, il avait pris le contrôle de la négociation, la déplaçant sur son propre terrain, la logique financière pure. Il avait transformé une tentative de corruption en une cession de stratégie d'entreprise. La fissure dans l'assurance du général s'agrandit. Cet homme n'était pas seulement insensible à la peur, il était aussi incorruptible. Il ne jouait pas le même jeu que lui. Il jouait à un jeu différent, un jeu dont il ne comprenait pas les règles. Et cela, pour un homme qui avait passé sa vie à dominer les autres, était la chose la plus déstabilisante au monde. La contre-proposition d'Arthur, si logique et si inattendue, changea complètement la dynamique de la prise d'otage. Le général Kael, qui se considérait comme le maître du jeu, se retrouva soudain en position de défense. Il avait passé les jours suivants à étudier la proposition d'Arthur avec ses propres conseillers. Et il dut admettre qu'elle était brillante. Un accord basé sur un pourcentage était effectivement plus avantageux pour lui à long terme. Mais le fait que cette idée vienne de son otage, et non de lui, le mettait dans une position de faiblesse psychologique. Il décida de reprendre l'initiative. Il convoqua à nouveau Arthur, mais cette fois, avec toute l'équipe d'Ethelred. Il voulait négocier, mais il voulait le faire en position de force, en utilisant les autres otages comme levier émotionnel. La scène était surréaliste. Autour de la grande table en bois, il y avait d'un côté le général Kael et ses lieutenants armés, et de l'autre, les 5 otages d'Ethelred, pâles et effrayés. Et au milieu, agissant comme un modérateur improbable, se trouvait Arthur. Martel, qui avait repris un peu de couleur, essaya de reprendre le contrôle. « Général, ma dernière offre est très généreuse. » Kael l'ignora complètement et s'adressa directement à Arthur. « Votre idée de pourcentage est intéressante, l'analyste. Parlons des chiffres. Je veux 50% des revenus. » Martel faillit s'étouffer. « 50%. C'est du vol. C'est impossible. Nos actionnaires ne l'accepteront jamais. » Arthur leva une main pour calmer son patron. Il se tourna vers Kael, son visage toujours aussi neutre. 50% est un point de départ pour la négociation, général. Mais ce n'est pas un chiffre réaliste. Il ne prend pas en compte nos coûts d'investissement, nos frais d'exploitation, les risques politiques. Un chiffre plus réaliste, qui garantirait la rentabilité du projet et donc sa pérennité, se situerait plutôt autour de 15%. La négociation qui s'ensuivit fut l'une des plus étranges de l'histoire des affaires. D'un côté, il y avait Martel et ses lieutenants qui réagissaient de manière émotionnelle, criant, protestant, faisant des offres et des contre-offres basées sur la peur et l'improvisation. De l'autre côté, il y avait le général Kael, qui utilisait l'intimidation, les menaces voilées, essayant de jouer sur la peur de ses otages. Et au milieu, il y avait Arthur, un îlot de pure logique. Il ne négociait pas. Il calculait. Il présentait des faits, des chiffres, des projections. Chaque fois que la discussion devenait trop émotionnelle, il la ramenait calmement sur le terrain de la logique. « Général, votre menace de nationaliser la mine dans 5 ans est une variable que nous devons intégrer dans le modèle de risque. Cela augmente le coût du capital et réduit donc le pourcentage de revenus que nous pouvons vous offrir aujourd'hui. Monsieur Martel, votre offre de 25% est émotionnelle. Elle n'est pas basée sur notre seuil de rentabilité. Si nous acceptons, le projet ne sera pas viable, et dans 2 ans, il n'y aura plus de revenus à partager. » Il était en train de négocier contre les deux parties, les forçant à abandonner leur posture pour se concentrer sur la réalité mathématique de l'accord. Ses propres collègues, pour la première fois, commencèrent à voir la puissance de son approche. Ils réalisèrent que leur propre charisme, leur propre intelligence émotionnelle, étaient inutiles ici. Ils étaient même contre-productifs. Ils commencèrent à lui faire confiance, à lui fournir discrètement les vrais chiffres, les véritables limites que Martel, dans sa vanité, avait cachées. Arthur devint le véritable chef de l'équipe de négociation. Son silence, son absence d'expression, devint son arme la plus puissante. Lorsque Kael faisait une menace, le visage d'Arthur ne montrait aucune peur, ce qui désamorçait la menace. Lorsque Martel faisait une offre trop généreuse par panique, le visage d'Arthur ne montrait aucune approbation, ce qui invalidait l'offre. Il était un mur, un miroir, un vide. Et ce vide était en train de gagner la guerre. Après 3 jours de négociations intenses, ils arrivèrent à une impasse. Le général Kael campait sur sa position de 40% des revenus. Martel, poussé dans ses derniers retranchements, était prêt à accepter, juste pour mettre fin à leur calvaire. Mais Arthur savait que 40% était un chiffre qui rendrait le projet à peine rentable, et qui serait un désastre pour les actionnaires d'Ethelred.
Il savait qu'il devait tenter un dernier coup, un coup de poker final. Il demanda une suspension de séance et réunit son équipe dans leur entrepôt. Nous ne pouvons pas accepter 40%, dit-il calmement. La limite absolue, en prenant en compte tous les risques, est de 30%. Mais il ne cédera jamais, Arthur, s'exclama Martel. Il va nous tuer. Non, répondit Arthur. Il a plus besoin de cet accord que nous. Sa position militaire est précaire. Il a besoin de l'argent et de la légitimité que ce contrat lui apportera. Il bluffe. Et nous allons le contrer avec un bluff encore plus grand. Son plan était simple et d'une audace folle. Ils allaient faire une offre finale, non négociable. 30%. Et ils allaient menacer de se retirer complètement, de saboter l'accord en faisant fuiter des informations sur l'instabilité de la région à la presse financière internationale, ce qui ferait fuir tous les autres investisseurs potentiels. C'était une menace de destruction mutuelle assurée. Il ne nous croira jamais, dit l'un des lieutenants. Il sait que nous sommes désespérés. Il vous croira si c'est moi qui le dis, répondit Arthur. Ils retournèrent dans la salle de réunion. L'atmosphère était électrique. Tout le monde sentait que c'était le moment décisif. Martel, suivant les instructions d'Arthur, resta silencieux. Ce fut Arthur qui prit la parole. Il se leva, une première, et se dirigea vers le tableau blanc. Il commença à y écrire des chiffres, des équations, des projections de flux de trésorerie. Il parla pendant près d'une heure, d'une voix calme et monocorde, expliquant en détail pourquoi 30% était le seul chiffre viable, le seul qui garantissait un bénéfice pour les deux parties. C'était une masterclass de finance, une démonstration de logique pure et implacable. Puis, il posa son feutre. Il se tourna vers le général Kael. Ceci est notre offre finale, général. 30%. Non négociable. Il y eut un silence. Kael le regarda, ses yeux plissés, cherchant le moindre signe de faiblesse. Et si je refuse, dit-il doucement. C'était le moment du bluff. Arthur le regarda droit dans les yeux, son visage une toile de marbre. Alors, il n'y aura pas d'accord. Pour personne. Nous avons des protocoles d'urgence. Si nous ne donnons pas de nouvelles dans les prochaines heures, certaines informations confidentielles sur la véritable situation sécuritaire de votre région seront automatiquement transmises à plusieurs agences de presse. Le prix du risque pour tout investissement au qui-vu deviendra infini. Votre mine ne vaudra plus rien. La menace était à peine voilée, mais elle était livrée sans la moindre trace d'émotion, sans la moindre colère, sans la moindre peur. Elle n'était pas présentée comme une menace, mais comme un fait. Une simple conséquence logique. Le général Kael le fixa, son esprit en pleine ébullition. Il regarda le visage d'Arthur, ce visage vide, ce masque de verre. Il cherchait un signe, une micro-expression qui trahirait le bluff. Il ne trouva rien. Absolument rien. Le vide de l'expression d'Arthur était un miroir parfait qui ne reflétait que sa propre incertitude. Il ne pouvait pas savoir si Arthur disait la vérité ou s'il bluffait. Et dans le doute, il ne pouvait pas prendre le risque. Il était face au plus grand joueur de poker qu'il ait jamais rencontré, un joueur qui ne montrait aucune carte, aucune émotion, aucun indice. Après un silence qui sembla durer une éternité, le général Kael laissa échapper un long soupir. Un léger sourire, un sourire de respect à contre-cœur, se dessina sur ses lèvres. Il tendit la main par-dessus la table. 30%, dit-il. Vous avez un accord, l'analyste. La libération fut rapide. L'accord fut signé, les virements bancaires initiés, et en moins de 24 heures, l'équipe d'Ethelred était de retour dans un jet privé, filant à travers le ciel, loin du qui-vu. Le vol du retour fut l'exact opposé de l'aller. Il n'y avait pas de rire, pas de champagne. Un silence respectueux et un peu craintif régnait dans la cabine. Tous les regards étaient tournés vers Arthur, qui était assis à sa place habituelle, près du hublot, lisant un livre, son visage aussi impassible que jamais. Martel s'approcha de lui. « Arthur, dit-il, sa voix humble pour la première fois. Je ne sais pas quoi dire. Vous nous avez sauvés. Vous avez sauvé l'entreprise. Ce que vous avez fait là-bas, c'était magistral. » Arthur leva les yeux de son livre. « J'ai simplement appliqué les mathématiques à la situation, Olivier. » Martel secoua la tête. « Non. C'était plus que ça. Bien plus que ça. » Il resta là un instant, maladroitement, puis retourna à son siège. Le retour au siège d'Ethelred fut triomphal. L'accord, bien que différent de celui initialement prévu, était considéré comme un coup de génie, une victoire arrachée des griffes de la défaite. Martel, dans sa communication officielle, s'attribua une grande partie du mérite, parlant de négociations difficiles et de stratégies audacieuses. Mais au sein de l'entreprise,
La vérité se propagea rapidement. L'histoire de la prise d'otage, du courage et de l'ingéniosité d'Arthur devint une légende. Il n'était plus le robot. Il devint le fantôme, le négociateur au visage de marbre. Ses collègues, qui l'avaient autrefois méprisé, le regardaient maintenant avec un mélange d'admiration et de peur. Ils ne voyaient plus un homme faible, mais un homme d'une force insondable, un homme dont il ne pourrait jamais percer les secrets. Martel, reconnaissant sa dette et craignant peut-être un peu son pouvoir nouvellement révélé, lui offrit une promotion spectaculaire. Il le nomma à la tête du nouveau département de gestion des risques spéciaux, une position qui lui donnait carte blanche pour analyser et négocier les situations les plus volatiles de l'entreprise. Arthur accepta, sans un mot, sans un sourire. Sa vie changea. Il avait un grand bureau, une équipe, le respect de tous. Mais lui ne changea pas. Il resta le même homme silencieux, observateur, dont le visage était une mer de calme. Il avait prouvé que dans un monde de bruit, de charisme de façade et d'émotions feintes, la plus grande puissance pouvait résider dans le silence, dans le vide, dans l'espace non dit entre les mots. Il avait utilisé sa faiblesse comme une arme, son masque comme un bouclier. Il était le fantôme dans la machine, le négociateur que personne ne pouvait lire, l'homme qui avait gagné la partie la plus importante de sa vie sans jamais montrer son jeu.